Très chers amis, merci d'être là ce matin et encore merci encore plus à ceux qui se sont levés à l'aube pour participer à 2 tables rondes qui ont sûrement été aussi intéressantes que toutes les premières. Nous arrivons à la dernière étape de notre rencontre de ce week-end et nous sommes très fiers du résultat, très fiers de ce que nous avons entamé. Et de ce que notre titre, Nos causes communes, peut entraîner comme réaction chez les uns et chez les autres. C'est vraiment, à mon sens, exactement le sens de notre combat. Retrouver nos causes communes, ne pas oublier de les mettre en pratique et demain faire réexister un rassemblement de gauche capable d'être une alternative. Avant de lancer la table ronde, je voudrais juste, parce qu'ils ont bossé comme des fous, et qu'on leur doit tout sur cette organisation. Remercier à la fois le staff, Élodie, Paul-Henri, Arnaud, Fred, Théo, Esteban, et ensemble... Ce qu'on pourra leur prescrire, puisque je suis médecin, je vais le faire, c'est 3 bonnes nuits de sommeil derrière, parce que je pense qu'il y aura plus que besoin. Ou une teuf fantastique. Et sinon, il y a aussi tous les bénévoles qui leur ont prêté main forte. Anthony, Pierre, Johan, Ernestine, Caroline, André, Chesta, Mourad, Sabrina, Marie-Reine, et Sylvie, Malika et Adrien. Merci vraiment très fort à tous. Des camarades et amis de Bouches-du-Rhône, citoyens, qui ont beaucoup tous fait également pour notre accueil. En particulier Nacera et Nora. Et je vais donc lancer la dernière table ronde de cette séance, qui est intitulée « La souveraineté populaire face au marché ». Nous avons 3 intervenants que je suis très heureuse d'accueillir. Coralie Delhomme, qui est essayiste, qui a écrit plusieurs livres qui ont marqué par leur rigueur et leur clarté, et aussi leur pédagogie, ce qui n'est pas si simple de faire le point, en écrivant Europe, les États-Unis et avec son complice David Kella, la fin de l'Union européenne. Je vous annonce qu'il y en a en préparation, ça s'appelle Le couple franco-allemand n'existe pas, c'est pour le 4 octobre, réservez votre librairie. Bien, j'accueille aussi Marie-Noëlle Lindemann, enfin, si on peut dire, puisqu'elle est aussi notre je vais la présenter, Marie-Noëlle. Et puis j'accueille aussi Jean-Luc Mélenchon, qui est député et président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et je pense que tous les trois vont nous offrir sur la vision de la question qui vous est posée un regard très intéressant. Évidemment, je le dirais avec mes mots de militante qui ne sont pas celles de quelqu'un qui a forcément tous les jours le temps d'y réfléchir mais par contre avec le cœur, pour vous dire qu'il y a dans ma tête depuis toujours l'idée que rien n'est possible et rien n'est devable, parce que ça se dit comme ça, mais on ne doit rien faire sans le peuple, en plus forte raison contre le peuple, et que par conséquent la question de la souveraineté est une question essentielle. Parce que c'est un mot extrêmement controversé, vous le savez, il y a des débats, il y a des invectives aux uns et aux autres, mais cette question de la souveraineté, dans un autre langage, ça s'appelle la liberté. Une nation n'est libre que si elle est souveraine, un peuple n'est libre et n'a accès à la démocratie que s'il est souverain. Et pour nous, souveraineté nationale et souveraineté populaire ont un lien, parce que comment un peuple peut-il être libre s'il n'a pas un instrument pour mettre en œuvre sa souveraineté? Depuis la Révolution française, le seul souverain, c'est le peuple, le roi ne l'est plus, et par conséquent, c'est une exigence et une évidence.
le problème principal aujourd'hui de la souveraineté, en tous les cas c'est comme ça que nous l'avons ciblé, ce sont les marchés. Sur le constat, je pense que chacun pourra s'y accorder et le développera en montrant quelles sont ces articulations. Et pour Coralie, je n'en doute pas, l'articulation aussi avec la question européenne, espèce de cheval de Troie de l'ultralibéralisme. Mais bien sûr, la souveraineté peut être confrontée à bien des problématiques. Et l'expression de la démocratie, donc sur le constat, je pense que ce sera assez facile, enfin je ne vois pas comme ça, a priori, de divergence énorme. J'espère que chacun de nos interlocuteurs et notre débat de ce matin permettra de trouver les voies, des solutions de résistance. Et c'est aussi pour ça que je suis très attachée à la République, c'est parce que, et à la nation républicaine, parce que c'est, j'allais dire, la brique sur laquelle on construit la démocratie, le bloc sur lequel devrait buter l'ultralibéralisme. Ce bloc a tendance à être de plus en plus un grain de sable. À nous d'accumuler les grains de sable pour redevenir un bloc de résistance. Donc je donne la parole tout de suite à Coralie Delhomme. Merci. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que tout va bien? Voilà. La question de la souveraineté populaire face au marché, c'est ni plus ni moins la question de la compatibilité entre la démocratie, qui est l'autre nom de la souveraineté populaire, et le capitalisme tel qu'il est devenu, c'est-à-dire à la fois financiarisé et mondialisé. Donc c'est la question de savoir si le peuple peut encore s'autodéterminer dans un cadre néolibéral planétaire. Alors c'est un peu la question du moment. Beaucoup d'auteurs y ont consacré des livres assez longs. C'est une question difficile à traiter en quelques minutes. Un livre intéressant qui est paru à ce sujet, c'est celui d'un sociologue britannique qui s'appelle Colin Crouch, et son livre s'appelle « La post-démocratie ». Alors c'est pas le seul, mais celui-là est intéressant parce que la notion de post-démocratie est assez parlante. Ça ne veut pas dire la non-démocratie. Ça sous-entend qu'il y a eu une sorte d'âge d'or de la démocratie et qu'il est dépassé, mais qu'il en reste bien évidemment un certain nombre d'éléments, et même beaucoup d'éléments, mais le compte n'y est plus tout à fait. Bon, c'est pas le seul livre, il y en a beaucoup, j'en citerai d'autres au cours de mon intervention. Bon, mais celui-ci est pas mal. A priori, la question peut paraître presque étrange parce que la question de la démocratie, parce qu'on a l'impression qu'on vit dans un monde où on a énormément de droits et de libertés individuelles, on n'a presque jamais eu autant. Alors on a la liberté, le droit de vote bien évidemment, la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir, et même dans le cadre de l'Union européenne, la liberté de s'installer et de travailler dans un pays qui n'est pas le sien. Et pourtant, enfin moi je travaille pour ma part sur l'Europe, et il n'est pas rare qu'on me dise « Ah là là, l'Union européenne c'est une nouvelle URSS ». Il y a même un acronyme qui circule assez souvent sur les réseaux sociaux, c'est celui de UERSS. Bon. Quand les gens utilisent cet acronyme, c'est pour exprimer deux choses en réalité. D'une part, le fait que l'Union européenne n'est pas démocratique, et d'autre part, le fait que c'est un ensemble idéologique qui repose sur des bases idéologiques très puissantes et que rien n'ébranle, même pas le constat jour après jour, année après année, des échecs en fait qui s'accumulent. Donc voilà, mais c'est vrai d'ailleurs, l'Union européenne est un ensemble idéologique, intrinsèquement néolibéral, et par ailleurs elle n'est pas démocratique parce qu'elle ne peut pas l'être. C'est pas un déficit démocratique qu'on pourrait combler avec des petits accommodements, c'est un antagonisme en réalité. Pour autant, on n'est pas du tout dans l'URSS, c'est un peu idiot comme comparaison. Pourquoi? Justement parce que ces libertés individuelles sont complètement garanties. Voilà. Donc, on n'est pas dans un système oppressif, on est dans un système où on a davantage l'impression qu'on est menacé par l'anomie que par l'oppression d'État. Du coup, il y a comme un paradoxe. D'un certain côté, on n'a jamais eu autant de liberté, mais d'un autre côté, on a l'impression qu'effectivement quelque chose échappe. Alors, qu'est-ce qui se passe? En réalité, ce qui manque, ce n'est pas la capacité individuelle de chacun à faire ce qu'il veut. Ce qui manque, c'est la capacité collective
du peuple en tant qu'acteur politique singulier à avoir prise sur le cours des événements. La capacité du peuple à s'autodéterminer et à provoquer des changements, à infléchir sur le cours des choses. Donc voilà, en réalité dans nos pays occidentaux, on est passé d'un modèle d'organisation qui était celui de la démocratie libérale à quelque chose d'autre. Et c'est ce que recouvre la notion de post-démocratie. Ce sociologue britannique, Colin Crouch, explique qu'on vit à la fois dans une société qui n'a jamais été aussi libérale, mais qu'en même temps, la démocratie est moins forte qu'elle ne l'a été. Et ça ne se contradit pas, parce que la société peut bien être libérale, la société, c'est pas véritablement un acteur politique. La société, ça n'existe pas, la souveraineté de la société. La société, c'est un ensemble d'individus et de groupes qui, effectivement, ont pas mal de liberté et de marge de manœuvre, mais ce qui manque, en réalité, c'est la capacité, non pas de la société, mais du peuple, en tant que collectif politique singulier, composé non pas d'individus, mais de citoyens, à s'autodéterminer. Et le citoyen, c'est pas la même chose que l'individu. Le citoyen, c'est chacun de nous, supposé capable de se hisser à la hauteur d'un intérêt général, de concevoir un intérêt général qui ne soit pas forcément compatible avec son intérêt individuel immédiat et qui est autre chose que la somme des intérêts individuels. Alors, à quoi voit-on qu'on a quitté le cadre démocratique stricto sensu? On le voit effectivement dans le fait qu'il n'y a plus d'alternance. Il n'y a plus d'alternance politique dans nos pays, en tout cas en France, depuis un bon moment. On a évidemment conservé le droit de vote, mais ça se limite à la capacité de changer les têtes, et on n'arrive pas véritablement à changer de politique. Parce que la ligne politique menée, c'est toujours la même quoi qu'il arrive, c'est une ligne politique qui consiste ni plus ni moins à accompagner le marché. Alors bien sûr, on l'accompagne de manière un peu différente selon la manière dont on est latéralisé politiquement. Plus on est néolibéral, plus on va avoir tendance à vouloir réduire le périmètre de l'État. Plus on est social-démocrate, ou plus on se dit social-démocrate, plus on va utiliser l'État comme moyen d'amortir les chocs, d'apposer des pansements. Mais des pansements, c'est pas un changement radical. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, il ne s'agit pas d'entraver le marché, il ne s'agit pas de s'opposer à lui. Dans le meilleur des cas, on distribue des aides, etc., pour atténuer les chocs. Mais dans un cas comme dans l'autre, on n'utilise pas les moyens de l'État pour modifier la répartition de la valeur entre le capital et le travail et pour infléchir, pour œuvrer dans le conflit de répartition entre le capital et le travail. Parce que là, on aurait véritablement une alternance. Bon, chacun peut constater qu'il n'y en a pas. En fait, ça fait quand même un bon moment qu'on a Giscard. J'ai un ami qui dit tout le temps ça fait 45 ans qu'on a Giscard. Bon, il dirait mon bas, oui, mais il y en a qui étaient plus ou moins bien camouflés des Giscards. Celui qu'on a actuellement, il est pur et parfait. C'est-à-dire c'est le Giscard majuscule, il est jeune, il est moderne, il est cool, il est européen jusqu'au bout des ongles. Et un article d'Alain Duhamel, d'ailleurs, qui était paru dans Libération et qui s'appelait Macron, la République giscardienne, qui est assez marrant. Si vous voulez le lire, c'est assez sympa. Alors, comment cela a-t-il été rendu possible? Eh bien, ça a été rendu possible par une mutation progressive du capitalisme qui s'est émancipé et sur lequel on a perdu le contrôle. Alors, la manière dont ça s'est déroulé est décrite vraiment de manière lumineuse par un sociologue de l'économie allemand qui s'appelle Wolfgang Strick dans un livre que je conseille vraiment, c'est vraiment un livre superbe. Avec un auteur un peu atypique en fait. C'est un sociologue allemand qui est favorable à la sortie de l'euro. Alors c'est un peu bizarre parce que l'Allemagne est quand même le grand bénéficiaire, à la fois de la monnaie unique et du marché unique. Mais lui, non, il veut sortir de l'euro. Bon bref, mais c'est pas l'objet de son livre. Son livre, qui s'appelle Du temps acheté, explique que la compatibilité de la démocratie avec le capitalisme a existé et que ça a existé pendant l'entre-deux-guerres. C'était un peu l'âge d'or. Pourquoi? Parce que d'une part, il y avait la nécessité de reconstruire, donc on avait à la fois besoin d'un État planificateur et interventionniste, et d'autre part, tout simplement parce qu'il y avait un contre-modèle à l'Est, un contre-modèle qui faisait craindre la révolution, et donc le capital a dû accepter des compromis
et il a accepté qu'un État redistributeur opère des choix politiques keynésiens. Et Strick explique qu'effectivement il n'y a pas eu de révolution, parce qu'en réalité la société salariée a parfaitement validé le modèle. Elle a validé le modèle d'une double façon, d'abord en validant le salariat, qui n'a pas été vécu comme quelque chose d'oppressif, qui a même été revendiqué, en particulier par les femmes, qui arrivent massivement sur le marché du travail, revendiqué comme une opportunité d'émancipation. Et elle l'a validé également d'une autre manière, elle l'a validé en consommant massivement. Voilà. Donc, ce modèle d'économie mixte n'a pas été rejeté par les populations salariées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'en réalité, c'est le capital qui s'est révolté. Voilà. Il y a eu un certain nombre de jacqueries du capital et qui ont été autant de crises. Et là, l'État a été contraint d'intervenir pour les régler. Mais c'est le capital qui s'est émancipé. Et la chose a bien sûr été facilitée par toutes les mesures de dérégulation financière qu'on a connues à partir des années 80. Et ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. Le marché ne s'est pas émancipé tout seul. C'est-à-dire qu'il y a quand même une série de choix politiques parfaitement conscients. Donc aujourd'hui, on a cette espèce qui s'est créée à la faveur de la dérégulation tous azimuts, on a cette espèce d'international du capital qui se met en branle et qui peut exercer sur les États un chantage, ou plus exactement, qui les met en concurrence. C'est-à-dire qu'il met en concurrence les systèmes sociaux, les systèmes fiscaux, etc. Et la crise des dettes souveraines qu'on a connue en Europe en 2010-2011, c'est un peu ça. Dans la foulée de la crise américaine des subprimes, on a eu une crise des dettes souveraines, en particulier sur les dettes des pays d'Europe du Sud. Et bien ça, c'était le marché qui indiquait que les taux d'intérêt montants correspondaient à une inquiétude du marché de subir des pertes. C'était une façon pour lui d'envoyer le signal qu'il craignait soit d'avoir une rémunération insuffisante, soit de subir des pertes. Alors ça se fait pas de manière explicite. Hein. Le marché, il est sans intention. Ce ne sont pas des gens qui se réunissent pour fomenter des trucs. C'est le marché qui fait ce qu'il a à faire en tant que marché, parce qu'il est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il cherche à maximiser les profits et à minimiser les pertes. Donc en 2011-2012, on a eu ça, une montée en flèche des taux d'intérêt sur les dettes souveraines, notamment des pays d'Europe du Sud, Espagne, Italie. Et le marché a envoyé l'indication qu'il craignait que les États concernés ne soient plus solvables et qu'en conséquence, ils ne puissent pas rembourser les sommes qui leur ont été prêtées par les marchés financiers. Les États concernés en ont immédiatement déduit, vivement incités par toute la technostructure européenne, ils en ont immédiatement conclu qu'il fallait redevenir solvables en consacrant une plus grosse partie de leur possibilité de financement au remboursement de la dette, en redevenant solvable. Comment ? En rediant sur tous les autres coûts, c'est-à-dire le coût du travail, le montant des retraites, l'état-providence, etc. Et c'est comme ça qu'on a eu des réformes successives du marché du travail dans tous les pays d'Europe. L'Italie a fait le Jobs Act, le Portugal a dû réformer, qui va si bien de temps, a dû réformer une dizaine de fois son marché du travail. La Grèce doit en être à sa 14e réforme des retraites. Et en France, on a eu ce qu'on connaît, hein, les lois El Khomri, les ordonnances Pénicaud, etc. Et ça ne va pas s'arrêter parce qu'il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête. Donc c'est ça finalement le problème de l'époque, le problème démocratique que pose l'époque. Il y a comme un hiatus, comme une promesse non tenue, entre d'une part le fait que la définition de la démocratie c'est la souveraineté du peuple, et d'autre part le fait que cette souveraineté ne s'exerce plus dans le domaine économique parce que l'arbitre en chef, ce sont les marchés de capitaux. Tout ça a été validé par la science économique. Et j'ai mon ami David Kaela, qui est des économistes atterrés, qui a écrit un livre très, très pédagogique sur ce sujet pour montrer que la science économique a tout fait pour valider l'idée selon laquelle il fallait s'en remettre au marché, lequel aurait des lois qui lui permettraient d'allouer rationnellement et correctement les ressources, donc il faudrait s'en remettre à lui. Et donc il s'est posé, David Kaela, nécessairement la question de la démocratie, et je vais citer parce que c'est très bien exprimé. La démocratie libérale contemporaine repose sur une profonde contradiction interne, celle qui consiste d'une part à confier le droit de vote et la souveraineté nationale au peuple, et d'autre part le pouvoir de régulation de l'économie au marché en libre concurrence.
Or, les marchés dérégulés ne sont possibles qu'à condition qu'ils soient totalement émancipés de la société. En d'autres termes, la souveraineté populaire qui est censée fonder la démocratie peut s'exercer dans tous les domaines, sauf dans celui de l'économie. Le problème, c'est que l'économie, c'est un énorme morceau, en fait. C'est un énorme morceau, c'est l'État-providence, c'est le niveau des salaires, c'est le niveau des retraites, ce sont les services publics. C'est quand même surtout ça qu'on est en train de perdre la main. Voilà. Je voudrais également évoquer l'Europe, parce que c'est quelque chose de très important, c'est le cadre de surplomb, plutôt l'Union européenne, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Hein. L'Europe, c'est un continent, l'Union européenne, c'est une construction juridique et économique. Et l'Union européenne, telle qu'elle s'est construite, c'est un marché, et c'est une petite mondialisation parfaitement réalisée à l'échelle continentale. C'est le monde néolibéral le plus abouti, c'est sur notre continent. Et c'est une petite mondialisation qui est directement branchée sur la grande, parce que l'Union européenne ne se protège de rien, au contraire. Par exemple, quand on a voté l'acte unique en 1986, sous le pilotage de la Commission Delors, qui a transformé le marché commun en marché unique, eh bien, on a libéralisé les mouvements de capitaux, non seulement au sein de l'Union européenne, mais également entre l'Union européenne et les pays tiers. C'est-à-dire qu'on est complètement branché sur l'économie financiarisée mondiale, et on est le point du monde où on peut le moins agir pour se protéger de ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a importé la crise américaine des subprimes, par exemple. Ensuite, l'Union européenne est supranationale. Donc rien que ça rend impossible qu'elle soit démocratique. Parce que la démocratie s'exerce dans un cadre national. La démocratie, c'est la souveraineté du peuple, pas des peuples. Et la nation en est le réceptacle. Donc s'il n'y a pas de souveraineté nationale, il n'y a pas de souveraineté populaire. Pour construire cette Europe supranationale, on a mis en place des technostructures indépendantes, que l'on dit indépendantes, qui sont la Commission européenne, la Banque centrale européenne pour la zone euro, et une qu'on connaît un peu moins, mais qui est très importante, la Cour de justice de l'Union européenne. Et ces institutions sont des administrations, en fait, ni plus ni moins que des administrations de type fédéral, qui ne sont adossées à aucun État fédéral. C'est-à-dire qu'elles ne rencontrent jamais le politique. Et elles ne sont absolument pas, elles sont totalement affranchies du verdict des urnes et de la possibilité de les contrôler par le suffrage. Ce faisant, comme elles ne rencontrent jamais le politique, comme elles n'ont pas d'autres projets de société, parce qu'une administration, ça n'a pas un projet de société, leur projet à elles, elles font ce qu'elles sont, donc elles font ce qu'on fait quand on est une institution administrative livrée à elle-même. Elles cherchent d'abord à continuer à exister, et elles cherchent également à accroître leur pouvoir. Ce faisant, elles ont considérablement politisé leur action. C'est-à-dire que ce sont des administrations qui font de la politique. C'est vrai en particulier, ça s'est surtout vu, par exemple, ça s'est beaucoup vu au moment de la crise grecque de 2015, où la Banque centrale européenne a eu une action majeure pour mettre en échec le gouvernement Syriza. C'est-à-dire que ça s'est fait très immédiatement, en fait. Dès que le gouvernement Syriza a pris le pouvoir en Grèce, la Banque centrale européenne a limité la possibilité pour la Grèce de se refinancer auprès d'elle. Il n'y avait pas de raison particulière pour qu'elle le fasse, si ce n'est qu'elle a voulu mettre une pression politique sur le gouvernement Syriza et mettre en permanence l'économie grecque en danger de se retrouver à sec de liquidité. Voilà, ça c'est dès le début, et pendant toute la crise grecque de 2015, c'était assez fascinant d'observer ça. La Banque centrale a conduit des actions, presque des actions diplomatiques hostiles en réalité, pour mettre en échec le gouvernement Syriza. Ça a marché, on a vu qu'à la fin, il y a eu cette capitulation. L'Eurogroupe n'aurait jamais pu faire tout ça tout seul, parce que l'Eurogroupe, lui, c'est une structure politique certes, mais qui n'a pas les moyens techniques d'agir sur cet instrument de souveraineté absolument majeur qu'est la monnaie. La seule entité qui a la capacité à manipuler la monnaie, c'est la Banque centrale européenne. Donc, je vais vous passer les détails de tout ce qui a été fait par la Banque centrale européenne pendant 6 mois, mais c'était quand même assez frappant. Moi, j'ai regardé ça avec beaucoup de fascination. Et on a vu en réalité une banque centrale, donc une institution a priori technique, se conduire en acteur politique de premier plan, et une banque centrale mettre en échec
le gouvernement un gouvernement élu alors qu'elle est elle-même sa banque centrale. La Banque centrale européenne, c'est la banque centrale de la Grèce tant qu'elle n'a pas quitté l'euro. Donc cette banque centrale a mis en échec un gouvernement élu par des citoyens et ce qu'on a vu à la fin, c'est même un référendum qui a été détourné. Pareil pour la Cour de justice. La Cour de justice, c'est une entité qu'on connaît très mal. C'est dommage parce que c'est le principal pourvoyeur d'idéologie dans l'Union européenne. C'est vraiment une machine à injecter du néolibéralisme. Quand on voit les jurisprudences qu'elle rend, par exemple, il suffit de regarder les jurisprudences qu'elle a rendues pour interpréter la directive travailleurs détachés. Dans tous les cas, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est assurée de garantir ce qu'on appelle libertés économiques, ce qu'elle appelle les libertés économiques, c'est-à-dire les libertés des entreprises, et ça s'est systématiquement fait au détriment du droit du travail dans les pays concernés et des droits syndicaux. Mais en réalité, la Cour de justice de l'Union a fait mieux que ça. Dans les années 60, et c'est assez curieux parce que ça semble être passé sous les radars des gaullistes, on n'en a pas trop parlé à l'époque, aujourd'hui c'est très connu des juristes. Dans les années 60, la Cour de justice de l'Union a rendu 2 arrêts qui lui ont permis à procéder à ce qu'on appelle la constitutionnalisation des traités. Les traités, qui étaient jusqu'à présent considérés comme des traités de droit international, sont passés au stade de quasi-constitution, de quasi-constitution économique. D'ailleurs, c'est un juriste allemand qui explique ça. Au moment où on nous a proposé de voter sur le traité constitutionnel européen de 2005, il y avait une petite entourloupe, parce qu'en réalité, la quasi-constitution, elle était déjà là. Elle avait déjà été fabriquée comme telle par les jurisprudences de la Cour. Donc voilà, cette quasi-constitution est une constitution économique. Et il y a à l'intérieur de ces textes des éléments de politique économique, c'est-à-dire pas des éléments constitutionnels, mais des éléments de politique économique. Ça veut dire que la politique économique, elle est prédéterminée. Ça veut dire qu'on ne peut véritablement pas en changer. On peut faire des aménagements à la marge, mais quant à procéder à une véritable alternance et à changer de politique, en réalité, c'est impossible. C'est impossible dans le cadre actuel. Enfin, et dernière chose, l'Union européenne, c'est un grand marché dérégulé. En 1986, on a libéralisé les mouvements de capitaux et les mouvements de personnes. Ça a permis au capital de faire tout ce que j'ai décrit précédemment, c'est-à-dire ça lui permet d'arbitrer et de mettre en concurrence les différents pays. Les traités tels qu'ils sont ne favorisent pas la coopération entre les États membres, ils favorisent leur mise en compétition, et c'est de cette manière que d'abord les pays ont divergé, il y a eu un phénomène d'eurodivergence, et ça s'accroît, et ça continuera à s'accroître, et à la faveur de leur difficulté à se développer, un certain nombre de pays, parce que le marché unique a beaucoup désindustrialisé tous les pays de la périphérie européenne. Donc, il y en a qui ont utilisé la possibilité qu'offre la libre circulation des personnes et celle des capitaux, c'est-à-dire que se sont créés au sein de l'Union européenne tout un tas de paradis fiscaux ou de quasi-paradis fiscaux. L'Irlande s'en est sortie comme ça après avoir été sauvée entre guillemets par l'Union européenne. Elle s'en est sortie comme ça, impossibilité de revenir dans le jeu sur le plan industriel, donc elle s'est transformée en paradis fiscal. Le Portugal est en train de faire un peu pareil, dans de bien moindres proportions, mais il s'en est sorti à notre détriment en quelque sorte, en opérant du dumping fiscal. Un certain nombre d'autres pays qui sont arrivés dans l'Union européenne sans avoir terminé leur rattrapage économique, ce sont les pays de l'Est, et alors eux, à la faveur de la libre prestation de services et de la liberté de circulation des personnes, eh bien, ils vivent, faute de mieux, ils n'ont pas le choix, ils vivent du dumping social, ils exportent de la main-d'œuvre. Voilà. Enfin, et dernière chose, il faut savoir que si le capital et le travail circulent tous les deux librement dans l'Union européenne, le rapport de force est très défavorable parce qu'il y en a quand même un qui est plus mobile que l'autre. Bon, alors je vais conclure. Je ne vais pas faire une centaine de propositions, mais pour moi, l'une des
l'un des préalables indispensables si on veut reprendre la main sur l'économie, c'est de déchirer les traités européens. Pas de sortir de l'Union européenne, parce que c'est un peu idiot cette proposition que font certains de sortir de l'Union européenne. Elle a pour ainsi dit de fabriquer, elle ne va pas sortir. Elle peut contribuer à la détricoter, mais la sortie de la France de l'Union européenne, c'est la fin. Donc voilà. Mais il est indispensable de refondre complètement ces traités pour repartir sur une base qui ne soit d'abord pas une base exclusivement économique, et pour partir sur une base qui soit celle, non pas de la compétition de tous contre tous, mais de la coopération entre États-nations qui le voudraient de manière souveraine, sous le contrôle des citoyens, évidemment. Alors, ça ne suffira pas, parce qu'on sera toujours dans le cadre de la mondialisation néolibérale quand ça sera fait, mais on n'aura pas cet aspirateur à néolibéraliste qu'est l'Union européenne. Voilà. Donc, comme on l'a vu, la question de l'Europe est au cœur de la démonstration de notre perte de souveraineté et donc est au cœur de la question de la récupérer d'une manière ou d'une autre, de la reconquérir. Et je pense qu'on a bien vu les mécanismes également nombreux par lesquels le marché impose sa loi. Mais juste une chose, c'est vraiment important de souligner ce qu'a dit Coralie à un moment, c'est que le marché, c'est pas il n'a pas une volonté rationnelle. D'abord, ils sont assez peu rationnels, ils sont instables, moutonniers, irrationnels, je veux dire, mais ils ont quelque part derrière un certain nombre d'acteurs qui, eux, ont des logiques de classe très, très claires et qui, eux, à un certain moment interviennent. Et c'est important de voir à quel point des fois, quelquefois, et en particulier quand ça s'emballe, le marché totalement irrationnel échappe même à ses créateurs ou à ceux qui prétendent le maîtriser. Par conséquent, ça rend la discussion encore plus intéressante pour savoir comment on redonne prise à la souveraineté. Donc, je donne la parole à Marie-Noëlle Lienemann, qui l'avait prise presque par anticipation. C'est comme le pouvoir, il faut le prendre. Voilà. Donc, d'abord, chers amis, chers camarades, comme beaucoup d'entre vous, je suis très heureuse d'être là, d'accueillir toutes les forces de gauche et bien sûr Jean-Luc Mélenchon qui a été le candidat qui a recueilli le plus de voix dans l'ensemble de la gauche et qui de fait joue un rôle aujourd'hui tout à fait important. Je suis aussi très heureuse d'accueillir tous mes camarades de Bouches-du-Rhône du Parti Socialiste, puisque au-delà de Nora, de nos camarades d'Union et Espoir, nous avons, je les remercie de leur présence, les responsables des différents courants, des différentes autorités élues dans ce département. Je pense bien sûr à Fred qui est avec nous aussi au Bureau national, Frédéric Vigneroux, mais à tous les autres élus qui ne sont pas de nos courants et qui sont venus débattre ou en tout cas nous entendre, nous écouter. Je les remercie. Alors je vais aller maintenant droit au but sur cette question de, si c'est l'endroit où il faut le faire, je n'ai pas fait exprès en plus. Je vais sur cette question de la souveraineté parce qu'elle est cardinale de la crise dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre un changement de cycle. Mais le nouveau cycle qui s'ouvre est loin d'être écrit d'avance, d'une part, ou de s'annoncer sous les meilleurs auspices, d'autre part. Le cycle qui s'achève, c'est la béatitude devant la mondialisation libérale. L'illusion que cette mondialisation, cette globalisation allait faire progresser et les richesses et la prospérité et en même temps accroître la démocratie. Vous savez ce fameux théorème, quand on a de la libre circulation, alors il y a de la démocratie qui nécessairement, automatiquement, va venir au rendez-vous de cette libéralisation. Ben, on vit exactement l'inverse. Bon. Je ne vais pas être trop longue sur le bilan de la situation, mais je voudrais quand même dire que ce qui sans doute interroge le plus les gens et les amène à penser qu'il y a une crise de leur souveraineté, c'est-à-dire de la capacité à tenir entre leurs mains leur destin individuellement et collectivement, c'est quand même que les résultats économiques, sociaux, des conditions de vie des gens se sont détériorés, en tout cas pour une partie, et partout dans le monde, les inégalités se sont accrues.
la captation des richesses par une minorité ne cesse de s'accroître. Et cette insupportabilité, cet échec des promesses, vous verrez, vous aurez quand même une amélioration, eh bien, elle percute les peuples en disant comment je reprends la main. Donc la question de la souveraineté est évidemment intimement liée à la question de l'échec économique et social de cette mondialisation, et Coralie a tout dit sur le capitalisme financier transnational, la manière dont le libre-échange nous a dessaisis, et la volonté, ça n'est pas tombé du ciel, c'est qu'il y a eu des complices, il y a eu des gens pour nous expliquer, il y a eu des complices, il y a eu des gens pour nous expliquer qu'il était normal que la question économique ne soit plus traitée par des gouvernements, par des assemblées, par des choix de citoyens, mais devait être inscrit dans des traités, des dogmes, qui étaient la bonne économie. Et de ce point de vue, il faut bien dire que l'Union européenne a été un accélérateur de cette idéologie du basculement, du dessaisissement démocratique de tous les choix économiques et sociaux. Alors, on pourra refaire l'histoire entre nous, entre ceux qui ont voté non à Maastricht, qui avaient déjà bien vu juste sur un certain nombre de points, et certains autres qui ont voté oui à Maastricht, mais qui ont bien vu que le passage entre des critères temporaires pour faire une monnaie était totalement d'une autre nature quant au traité d'Amsterdam. On nous dit maintenant, circulez, il n'y a rien à voir, 3% de déficit, la dette, le bidule et machin, ça c'est pour toujours, c'est les traités, c'est la base des bonnes décisions. Et alors à chaque étape, eh ben on nous dit qu'il faut faire l'Europe, les amis, parce que sinon c'est la guerre. Et donc on en accepte davantage. À chaque étape, en tout cas depuis ce moment-là, et déjà un peu avant, nous avons toujours dit, à force de ne pas réorienter la construction européenne en redonnant de la souveraineté au peuple, qu'elle soit une articulation entre les souverainetés nationales et une éventuelle émergence d'une souveraineté européenne, à force de contourner cette question de la souveraineté, du choix des peuples et de la démocratie, d'autonomiser la sphère économique et financière, vous allez la tuer, l'Europe. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je n'accepte pas les leçons de ceux qui nous ont emmenés dans le mur. Aujourd'hui, voire partout en Europe, les théories fascisantes identitaires reprendre pied sur un continent qui aurait dû être vacciné au regard de ce qu'il a vécu, nous donner des leçons aujourd'hui pour nous dire que nous, quand on dit qu'on ne peut plus continuer comme ça et qu'il faut partir sur de nouvelles bases, on serait des anti-européens. Et bien, et on va dans le mur pour la France. Parce que dans ce jeu-là, il y en a qui dominent et il y en a qui trinquent. Et vous pouvez observer qu'au sein de l'Union européenne, la grande masse des peuples trinquent pendant qu'une petite minorité domine. Les élites dans certains pays, les grandes entreprises internationales, et d'autre part, un pays plus qu'un autre, qu'on le veuille ou non, le déséquilibre économique, social, culturel qui s'est créé entre l'Allemagne et les autres pays de l'Union européenne est mortifère. Toute l'histoire de notre continent montre quand il y a des déséquilibres internes, ça se finit mal, quelle que soit l'histoire. On ne demande pas de tout faire péter, on veut justement rééquilibrer, repartir sur de nouvelles bases. Et de ce point de vue, je crois que nos peuples l'ont compris. Le drame, c'est que chaque fois qu'ils se sont exprimés, on n'a pas voulu l'entendre. Et moi, je vous dis tout net, la social-démocratie européenne et les partis socialistes français, au sein duquel j'ai milité pour essayer de convaincre depuis des années et des années, à chaque fois n'a pas voulu entendre, et parfois même, récemment, avec François Hollande, a trahi sa parole. On n'a pas voulu entendre. On avait dit qu'il y aurait des conditions à l'euro et qu'on gobe le traité d'Amsterdam, qui pour moi est certainement celui qui est au-delà de tout ce qu'on a dit, libre-échange, etc., était le moment clé où on pouvait leur dire, ah ben non, cette fois-ci, il faut quand même que les règles sociales, les règles environnementales, une régulation politique sur les politiques macroéconomiques soient au rendez-vous. Alors on peut ne pas être d'accord là-dessus, mais au moins on avait dit ça. On ne l'a pas fait. Arrive la Constitution.
Et là, on fait voter nos militants, et on nous dit maintenant, je ne veux voir qu'une seule tête. On est disciplinés, un parti, c'était quasiment le parti stalinien. Hein. On est disciplinés, tous d'accord. Et puis, quand le peuple de gauche, quand l'électorat socialiste vote non, au lieu de se dire, mince, il y a quand même un problème, il y a un désaccord, on n'est pas un parti pour un appareil en soi, on porte l'espoir d'un peuple, des gens, des idées, une histoire. Au lieu de se dire, là, on devrait quand même un peu réfléchir ensemble à comment on sort de ce gros clivage entre le peuple et nous, eh ben non, vous n'avez qu'à être discipliné, on a raison, vous verrez, demain sera mieux qu'aujourd'hui, et tous les jours c'est un peu pire. Et ensuite, on a le rendez-vous du traité constitutionnel, où non seulement on ne tient pas un discours de rebond politique pour l'Europe, mais où, en catimini, on s'arrange qu'il puisse passer au moment du traité de Lisbonne, puisque je vous rappelle qu'on a voté, pas nous, bien sûr, on a été un certain nombre de résistants assez nombreux, mais une large part du Parti socialiste a voté la ratification constitutionnelle qui permettait de valider cette constitution refusée par le peuple. Et puis quand même, on se rend compte aux élections qu'il y a un problème. Alors François Hollande, qui nous dit aujourd'hui, nous dit à ce moment-là, ah ben on va renégocier le TSCG, vous savez, le traité d'austérité. Excusez du peu, c'est pas sans conséquence, parce qu'il y a écrit la règle d'or ad vitam aeternam hein, dans les traités. Le jour où ils vont se réveiller pour nous l'appliquer, croyez-moi, ça va être féroce. Donc à partir de ce moment-là, il nous dit renégociation. Il n'a même pas essayé, terminé, adjugé vendu, on a ratifié, enfin ils ont ratifié le traité de TSCG d'austérité. Et si vous croyez que c'est neutre par rapport au problème qu'a la France aujourd'hui, pas du tout. Mais c'est pas seulement la France qui va mal. C'est que le fait que la France ne soit pas capable de tenir un projet politique, c'est-à-dire le projet républicain qui est la souveraineté des peuples sur leur destinée, qui n'accepte aucune loi venue ni de Dieu, ni des dogmes qui leur seraient imposés par les autres. Nous pensons que seul l'arbitrage du peuple est de nature à faire les choix. Et je n'accepterai jamais qu'un traité écrive la libre circulation des biens et des personnes, c'est l'alpha et l'oméga de ce qui est le projet de société que nous devons défendre pour notre pays et pour les autres Européens. Je n'accepterai jamais que le secret des affaires, la défense des intérêts du capital prime sur les droits des salariés, fût-ils et plus modestes. Et donc je le dis tout net, au moins on pourrait tirer des leçons de tout cela. Au moins quand on est socialiste, puisque moi je suis socialiste, au moins quand on est socialiste, on pourrait dire maintenant ça suffit, il faut changer de cap, il faut changer de méthode, il faut retrouver le chemin de ce qui est notre idéal. Parce que les mêmes, là, vous les connaissez, ils sont tous madésistes. Oui, Pierre Mendès France, ils n'aiment pas trop François Mitterrand pour une partie d'entre eux, parce que quand même il a fait l'union de la gauche, il a nationalisé des banques, etc. Donc il n'est pas forcément d'une bonne fréquentation pour un certain nombre de camarades. Mais alors Pierre Mendès France, alors là, c'est l'idole. Eh bien, je vais vous dire, Pierre Mendès France avait vu juste. Quand en janvier 57, il vote contre le traité de Rome avec une argumentation dont je vous conseille de lire toute l'argumentation. Il écrit que la France va avoir un déficit commercial durable et qu'elle aura du mal à s'en remettre avant même l'euro. Et il écrit toute une série de diagnostics qui, hélas, ne sont que confirmés dans les faits d'aujourd'hui. Mais je retiens cela pour conclure ce sujet sur l'état de la situation en Europe. L'abdication d'une démocratie peut prendre deux formes, soit le recours à une dictature interne par la remise de tous les pouvoirs à un homme providentiel, suivez mon regard, soit la délégation de ces pouvoirs à une autorité extérieure, laquelle, au nom de la technique, exercera en réalité la puissance politique, car au nom d'une saine économie, on en vient aisément à dicter la politique monétaire, budgétaire, sociale, finalement une politique, au sens le plus large du mot, national et international. Si la France est prête à opérer son redressement dans le cadre d'une coopération fraternelle avec les autres pays européens, elle n'admettra pas que les voies et moyens de son redressement lui soient imposés de l'extérieur, même sous le couvert de mécanismes automatiques. C'était en 1957, en 1957, alors tous ces madégistes, et bien très bien se rappeler
de cela. Mais la globalisation libérale, elle a pris bien sûr ce champ du libre-échange généralisé, de la liberté des capitaux, mais elle fait émerger de nouveaux pouvoirs puissants, qui captent non seulement les richesses, mais maintenant nos intimités, qui deviennent nos maîtres. Ce sont les multinationales, ce sont les GAFA, qui elles-mêmes d'ailleurs s'en foutent du libre-échange, elles organisent en leur sein leurs règles. Elles s'exonèrent même du peu de règles qu'il y aurait au niveau international. Elles définissent leurs échanges entre eux, puisque c'est à l'intérieur de leur multinationale. Donc elles se sont totalement extraites des régulations. On a donc un combat majeur à engager avec eux, par tous les moyens. J'y viendrai après. Troisièmement, il y a une autre tendance de la situation en termes de souveraineté, c'est qu'ils n'aiment pas le peuple uni. Ils n'aiment pas des citoyens organisés collectivement. Le modèle libéral, c'est l'atomisation des individus qui basculent d'être des citoyens acteurs de destin collectif et individuel et deviennent des consommateurs, des homo economicus, qui d'ailleurs, il y a même des théories en disant vous avez plus de liberté avec un euro que vous n'en avez avec un bulletin de vote. Parce que vous pouvez choisir ce que vous voulez avec votre euro, et ça aura de l'influence, tandis que quand vous votez avec votre bulletin de vote, quand vous êtes minoritaire, vous ne servez à rien. Donc vous me direz, l'UPS nous dit ça aussi des fois. Donc à partir de là, ce basculement de l'idée du citoyen qui s'organise collectivement pour à la fois garantir son autonomie et son émancipation, et le basculement vers le citoyen consommateur atomisé, vous voyez bien qu'hélas, on le voit autour de nous. Et on met en concurrence les peuples, les citoyens atomisés, qui voient dans celui qui pourrait lui prendre le boulot, l'adversaire absolu. Et vous voyez bien comment les néofascistes prennent leur point d'appui sur ces évolutions qui sont anti-républicaines, tout contre toute notre histoire et toute notre identité. Notre peuple a des résistances profondes. Mais à force que les forces politiques qui sont censées incarner son intérêt, son projet, lui intoxiquent la tête en leur disant « c'était inéluctable et c'est irrémédiable », eh bien nous devons en disant « ça n'était pas inéluctable », on ne va pas ressasser sur le passé, mais il faut expliquer que ça n'était pas inéluctable, mais surtout, ça n'est pas irrémédiable. Et d'ailleurs, les courants nationalistes identitaires, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, l'alternative ne naît pas de courants progressistes, de courants de gauche, de couches populaires qui émergent pour faire avancer les progrès sociaux collectifs. C'est le repli nationaliste, le repli identitaire, les religions, bref, de nombreuses formes d'obscurantisme. Et c'est ça aujourd'hui qui est la réponse qui paraît dominante. Si dans ce pays des Lumières, si dans ce pays de la République, qui n'a jamais été un pays libéral au sens global, qui évidemment a accepté le marché, mais qui ne veut pas qu'il soit le maître, si dans ce pays de la République française, il n'y a pas une gauche qui porte cet héritage, qui actualise cette vision, qui redonne des raisons d'espérer dans l'émancipation, dans l'égalité et dans la fraternité, et dans la liberté individuelle, qui n'existe jamais quand on est le faible écrabouillé par le fort, et bien si dans ce pays ne n'est pas une gauche, un courant populaire, capable de montrer qu'il y a une autre voie que celle que tout le monde veut écrire, et Macron le premier, il y a les libéraux, on défend la démocratie, surtout on continue comme avant, et encore plus vite et encore plus fort, et de l'autre, il y aurait la résistance, il y aurait que les fachos, les nationalistes, etc. Vous avez compris, je crois qu'on partage. Je vais donner quelques pistes courtes. Premièrement, il faut assumer la démondialisation. Il faut l'assumer. Et il y a des éléments concrets. Pourquoi la démondialisation? Parce que si on reste complètement pris à la gorge dans ces règles, sans retrouver des marges de manœuvre dans chacun de nos pays, moi je rêverais de le faire au niveau européen. Mais je vous le dis tout net, arrêtons de nous raconter des âneries. J'ai été député européen dès 1984. J'ai été vice-président du Parlement européen. J'ai tout fait pour espérer qu'en changeant les institutions, en donnant plus de pouvoir au Parlement européen, la réalité c'est que sur les fondamentaux, les traités inscrivent libre-échange, vous faites ce que vous voulez,
Et le pire, c'est que la social-démocratie a abdiqué. En tout cas, la démondialisation, je donne des exemples clairs. Va-t-on être capable de refuser la ratification du CETA? Va-t-on être capable de refuser les ratifications des accords qui se préparent, Japon, machin, Mercosur, etc. Oui, c'est signé. Voilà. Non, mais je sais que c'est signé, mais on peut voter contre la ratification au Parlement français. Ça ne règle pas tout, je sais, Mais Jean-Luc. pas JEFTA. Ah oui, pas le GEFTA. Bon. En tout cas, politiquement, il faut déjà voter le CETA parce qu'il faut mettre des coups d'arrêt, à la fois techniques et politiques. Deuxièmement, il faut attaquer les GAFA de front. Et il faut les attaquer sur toute une série de choses, je vous passe à taxation, etc. Et pas attendre que les Européens se mettent tous d'accord. Hein, parce que ça, on va attendre longtemps, comme la taxe sur les transactions financières. Exact. Et il y a des moyens techniques, on a travaillé au Parlement là-dessus. Troisièmement, il faut leur faire la guerre sur l'emprise qu'ils veulent avoir sur nos vies privées. Pas seulement avec des règles, parce qu'ils trouvent toujours des avocats, des machins pour contourner. Il faut promouvoir des logiciels libres, il faut promouvoir une souveraineté numérique. Bien sûr, ça ne va pas du jour au lendemain être complètement nouvelle. Mais à terme, parce qu'il faut penser dans le long terme, à terme, il faut les assécher dans leur capacité à accroître leur pouvoir. Ça, c'est tout le volet démondialisation. Par ailleurs, il y a des choses aussi pour qu'on recapte en France nos capacités industrielles et nos capacités de développement local. Il ne s'agit pas de se fermer à tout, il s'agit de ne pas être les gogos de la mondialisation. Deuxième grand sujet, on a parlé de l'Union européenne, on aura bien l'occasion d'en reparler, puisque les élections européennes, ça va être un rendez-vous important de l'histoire. Et je le répète, je n'accepte pas des leçons des gens qui nous ont amenés dans le mur comme c'est aujourd'hui. Troisièmement, on a la question du capital et du travail. Moi, je crois que nous devons reprendre des campagnes massives pour l'importance d'avoir du capital public dans ce pays, voire même du capital coopératif qui, tout en n'étant pas forcément d'intérêt public, a quand même l'avantage d'être lié au développement de celles et ceux qui travaillent pour et des territoires sur lesquels ils se développent. Et ce capital public, je pense que Emmanuel parlera de l'importance des biens communs et des services publics, mais il est aussi utile pour des secteurs industriels clés, bien sûr pour les services publics, mais si vous ne voulez pas que les gens délocalisent, parce qu'ils veulent faire un pouillème de profit supplémentaire dans un secteur industriel, si vous voulez relancer des filières industrielles pas du tout productivistes, mais tourner vers les nouvelles technologies et surtout tourner vers la transition énergétique, pour répondre aux besoins humains, il faut que vous ayez du capital public ou collectif qui porte l'intérêt général et l'intérêt collectif. Or, on a donc à se mobiliser avec force pour la renationalisation de certains secteurs et d'abord contre la privatisation de ce que Macron est en train de nous préparer. Je rappelle que sur ce point, il y a toujours eu une majorité de Français favorables au capital public, aux renationalisations. Donc c'est une question centrale parce que c'est celle qui redonne des outils publics et dans le champ de l'économie. Il ne s'agit pas simplement de réguler, il faut qu'on ait des acteurs mixtes pour qu'un intérêt général surgisse. Alors moi j'ai une obsession, et c'est là-dessus que je vais terminer. J'ai une obsession, c'est que je crois beaucoup à l'action publique. Je crois beaucoup à l'État et à la puissance publique. Mais quand l'État est capté par des technocrates, quand l'État devient lui-même, avec les élites de la haute fonction publique, complice de l'idéologie de démantèlement industriel et de l'idéologie libérale, la seule contrepoids, c'est le poids des salariés dans l'entreprise. C'est un statut qui permet aux usagers, aux collectivités locales, comme diraient les anglo-saxons, aux parties prenantes, d'être acteurs des décisions. Le service public français est parfois affaibli parce qu'une partie des décisions qui sont prises ne correspondent pas à l'attente des citoyens et qu'il n'y a même pas d'explicitation collective et publique des arbitrages qui sont nécessaires. Il faut redonner à la citoyenneté, à l'implication individuelle, collective, et je crois au corps intermédiaire, parce que c'est bien beau d'aller taper j'aime, j'aime pas, tous pourris, ils me font chier, moi je pense que, etc. La réalité c'est qu'il faut construire ensemble des réponses, pas juste taper.
corps intermédiaires, mais qui soient soucieux de ne pas essayer de capter leur point de vue au détriment de celui auquel le peuple aspire. Et je termine vraiment sur ce point. Il y a un problème institutionnel dans ce pays. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que ce n'est pas d'hier que je pense qu'il faut une 6e République. En tout cas, il faut une nouvelle République avec deux piliers majeurs. Renforcer le rôle du Parlement et des arbitrages et de l'intervention des corps intermédiaires, mais renforcement des capacités référendaires, parce que si on n'a pas cette espèce de tension entre les institutions, leur logique qui parfois s'enquisse, et l'irruption du peuple qui par moments exprime une attente, un refus, un rejet, moi je pense que nos amis du MRC avaient une très bonne proposition pendant la campagne présidentielle, c'est une journée référendaire par an dans ce pays, avec d'un côté du référendum issu du Parlement ou de l'exécutif qui peut être amené à souhaiter un référendum, mais aussi l'irruption des fameux référendums d'initiative populaire qui sont un leurre aujourd'hui dans nos institutions. Sans ces deux tensions-là, nous n'arriverons pas dans notre pays à redonner confiance au peuple. J'ai été très sensible à la formule d'un de nos intervenants togolais hier qui disait « Aujourd'hui, la légitimité n'a pas les instruments pour peser sur les événements et ceux qui ont les instruments pour peser n'ont aucune légitimité. » Chers camarades, chers amis, ça peut changer, en tout cas, on s'y engage. En plus de nous avoir emmenés avec enthousiasme sur le chemin des solutions, en plus des raisons qui ont déjà été dites, il y a une raison supplémentaire pour laquelle nous avons invité Jean-Luc Mélenchon, à qui je m'apprête à donner la parole. C'est celle qu'il revendique et qu'il porte haut, qu'il est devenu le héros de la reconquête du peuple, de sa parole, de son écoute, de sa prise de pouvoir. Et donc je pense que l'introduire en rappelant quel est l'article 3 de la Constitution, de notre Constitution, qui est toute simple. La souveraineté nationale appartient au peuple, et après on vous dit comment il l'exerce, mais la souveraineté nationale appartient au peuple. Jean-Luc Mélenchon, la parole est à toi. Mesdames, Messieurs, chers amis, pour certains, chers vieux amis, vieux aussi, je m'exprime devant vous en pleine conscience du moment singulier qui nous rapproche à cet instant. À toutes et à toutes, salut et fraternité. Je me présente devant vous accompagné d'une délégation composée de Younous Omarjee, eurodéputé insoumis que vous connaissez, de Manuel Bompard, directeur des campagnes du mouvement à la France insoumise, de Bernard Pignerol, qui est mon conseiller spécial, qui, comme son titre l'indique, me donne des conseils spéciaux, de Lise Maillard, qui est la directrice de mon cabinet marseillais, et d'une délégation des Insoumis des Bouches-du-Rhône. Je m'exprime devant vous en assumant la responsabilité que des combats de longue main et des destins ont permis que j'ai. N'ayez pas l'arrogance de croire que la France a attendu votre survenue pour qu'une alternative existe. Si aujourd'hui, je peux être avec Bernard Borgiali, Kamel Benjegalal, Prune Efter Noah, un cheminot, un camionneur et une juge administrative candidate pour les Bouches-du-Rhône sur notre liste aux européennes, c'est parce qu'auparavant, en fidélité au vote du peuple en 2005, nous avons rompu avec le cadre qui interdisait à ce peuple d'être acteur de son histoire, c'est-à-dire les cadres pourris, des compromis de toutes sortes, des arrangements
de la distance sans cesse répétée entre le dire et le faire, qui a permis qu'à travers 2 élections présidentielles, construisant non pas un parti révolutionnaire, mais un peuple révolutionnaire, le peuple de la révolution citoyenne, 7 millions d'entre eux se soient regroupés sur ma candidature, conférant ainsi à tout ce que nous entreprenons à cette heure même une légitimité que rien n'aurait sans cela. La formation d'un groupe parlementaire qui nous a permis de passer du singulier au collectif, aux yeux, aux vues de toutes et de tous, avant que, dans la prochaine élection, si le vote des Français nous accompagne, se forme ce commando de combat que nous voulons voir arriver au Parlement européen. Je ne suis pas venu vous séduire, ni vous courtiser, ni vous admonester non plus d'ailleurs, ni vous reprocher vos nombreuses erreurs. Car vous pourriez me faire remarquer que j'en ai partagé un certain nombre avec vous. Je suis venu pour vous dire que vos décisions, vos discussions sont attendues, regardées, et que bien sûr, j'ai le cœur plein de l'enthousiasme que serait une décision de votre part qui vous conduirait à bifurquer vos chemins pour les porter en jonction avec les nôtres. Que finisse cette longue solitude pour moi d'avoir été séparé de ma famille, intellectuelle et affective. Parce que, si chaleureux qu'étaient la rencontre, les rencontres qui m'ont permis de construire avec d'autres cette force, mes amis, vous me manquiez. Alors, la responsabilité, je l'assume en toutes circonstances. Et quand le président de la République, le jour où il tenait un sommet, non pas avec moi, mais avec Madame Merkel, j'ai l'impression que la presse l'a un peu oublié ces jours derniers, traîne dans les rues à Marseille à minuit et demi, et que je m'y trouve comme député de la circonscription et qu'il vient à ma rencontre, eh bien oui, j'assume ma responsabilité, je ne joue pas un épisode supplémentaire de Booba et Caris. Je ne le fais pas parce que Madame Merkel est là, et que le devoir des Français est de savoir, quelles que soient les circonstances et les adversités, les contradictions et les polémiques, d'abord, assumer le respect qu'ils doivent à leur propre République, y compris lorsqu'elle s'incarne dans quelqu'un avec qui on a des désaccords absolus. L'alternative et la responsabilité, ce n'est pas non plus de vous proposer des arrangements conformes aux ratatouilles que je vois s'organiser, qui sont une espèce de combinaison des plans de carrière et des plans de sauvetage, au final des plans de rattrapage du Parti socialiste et des divers débris qu'il encourt. Il s'agit de construire autre chose. Nous ne nous parlons pas entre nous. Nous parlons au peuple français. Il ne s'agit pas de voir comment nous allons pouvoir continuer en fidélité à des engagements antérieurs au prix de tel ou tel bricolage idéologique, les femmes et les hommes que nous sommes, mais de savoir comment nous allons répondre à un défi entièrement nouveau qui se présente à la civilisation humaine, qui combine tous les défis du passé, ceux qui résultent du capitalisme et des crises innombrables qu'il provoque mécaniquement, mais d'une que nos fondateurs avaient moins bien vue que les autres. Le capitalisme productiviste porte en lui la fin de la civilisation humaine, parce qu'il est incapable de réguler, du fait de la contradiction des intérêts particuliers les uns avec les autres, je ne sais quelle harmonie qu'il pourrait et devrait trouver avec la nature. L'harmonie avec la nature signifie régler les rythmes de la prédation humaine sur la capacité qu'a la planète à reconstituer ce qu'on lui prend. L'harmonie n'est pas une dimension métaphysique,
Il est comme dans la musique, la concordance des temps sociaux, écologiques et humains. C'est cette harmonie qui est notre nouveau défi, qui appelle une autre réflexion sur le réel, et être capable de comprendre que si naturellement le partage des richesses demeure le cœur de la dynamique des sociétés, puisqu'il est encore aujourd'hui la raison pour laquelle les uns ont tout et les autres de moins en moins, et que bien sûr cela définit un océan d'inégalités qui aggrave toutes les circonstances dans lesquelles les êtres humains sont à l'œuvre. Il n'empêche qu'on ne peut contourner ce défi et que pour y répondre, il est impossible de le faire dans le cadre du capitalisme de notre époque. Faut-il qu'après que tant d'entre nous l'aient dit, on ait attendu M. Hulot pour comprendre qu'on ne peut pas faire une politique écologique dans le cadre des traités européens? On ne peut pas le faire. Et par conséquent, surgit devant nous, à côté du combat classique qui nous a appelés nous-mêmes à nous engager, un nouvel intérêt, qui n'est pas seulement un intérêt de classe, mais qui est un intérêt général humain. Nous ne défendons pas la nature en général, nous défendons le seul écosystème compatible avec l'existence des êtres humains. La nature et la planète pourraient rouler encore des millénaires dans l'univers infini sans qu'il y ait sur cette terre un seul être humain qui y reste. Ce que nous défendons, c'est la possibilité pour cette civilisation humaine de trouver ce rebond que les circonstances appellent. Et pour cela, il faut disperser les illusions et trouver en nous-mêmes ce qu'il y a de plus fort. Oh, ici, il n'y a pas de problème d'identité. Je sais qui nous sommes. Nous sommes les héritiers du Quattrocento et de la Renaissance humaniste. Nous sommes les héritiers des Lumières. Nous sommes les héritiers de la grande révolution de 1789. Nous sommes les héritiers de la Commune de Paris. Nous sommes les héritiers de la Résistance. Et, pour prendre une date plus récente, nous sommes les héritiers de la décision du peuple français en 2005, que le bilan qu'il tirait de tous les traités européens qu'il avait jusque-là approuvés, la réponse des Français est non. On ne peut plus continuer comme ça. Et donc, la rupture doit être organisée. Ce n'est donc pas cette filiation qui est en cause, mais les moyens que nous allons mettre en œuvre pour l'assumer. On me demande de disserter sur le marché et la souveraineté. Je n'aurai pas le mauvais goût de reprendre ce qui a été dit excellemment avant moi, peut-être parce que je le ferai moins bien, mais sans doute plus longuement, ce qui vous serait insupportable. Mais il faut quand même interpeller. Mais de quoi parlent ceux qui viennent tous les 5 minutes nous demander, l'œil torve, est-ce que vous acceptez l'économie de marché? Et pourquoi pas la loi de la gravitation universelle? Eh bien, je réponds que oui, je reconnais la loi de la gravitation universelle et que pour descendre les escaliers, je lève les pieds. Mais reconnaître la loi de la gravitation universelle, ce n'est pas dire quel escalier je vais prendre, ni de quel côté je vais monter. De la même manière, quand on me parle du marché, je me permets d'avoir un sourire à l'égard des pédants. De quoi parle-t-il? Croit-il que ce que nous avons sous les yeux, c'est une économie de marché? Mais quel genre d'économie y a-t-il qui ne soit une économie de marché? Le troc est une économie de marché. Mais l'économie de marché a une base dans toutes les circonstances et dans toutes les formes d'organisation. C'est qu'elle se fait l'intermédiaire entre des valeurs d'usage. Et que pour la première fois dans l'histoire longue du capitalisme, ce qui se négocie, ce ne sont pas des valeurs d'usage, mais des valeurs d'échange. Et à un moment où le signe qui était censé incarner cet échange, la monnaie, cesse d'être une intermédiation entre deux valeurs réellement produites, et lui-même étant qu'une valeur. Le dollar qui inonde la planète, qui représente dans ses transactions quotidiennes des milliers de fois toutes les transactions réelles. Le dollar qui permet à un pays de vivre à crédit du reste de la planète sans avoir jamais à rendre aucun compte à qui que ce soit de sa valeur réelle qui égale à peine
celle du papier et de l'encre qui a servi à l'imprimer. Est-ce une économie de marché que celle qui est placée sous la domination d'un empire qui dispose de la possibilité de battre monnaie autant qu'il veut et sans contrôle depuis le 15 août 1971 et qui gage sa monnaie sur la présence d'une force militaire répandue sur les 5 continents avec 700 bases comptant 600 000 hommes de troupes? Est-ce une économie de marché? Est-ce une économie de marché quand il est possible de réaliser des taux de profit de 12, 18, 20, 30%, ce qu'aucune économie réelle ne permet, mais que la spéculation, la transaction automatique, le trading à haute fréquence permettent d'accumuler et surplombent la microéconomie réelle des êtres humains et lui enjoint des taux de profit de la même nature, sauf à tout détruire. Et tout est détruit. Quand on ferme des entreprises qui réalisent du 8, du 10% de taux de profit, parce que le fonds de pension qui y a investi estime qu'à moins de 18 ou à moins de 20, rien ne vaut la peine d'être placé. Et qu'on peut voir dans notre pays le niveau de la désindustrialisation qui a résulté de la prédation gigantesque qui s'est abattue sur lui, dès lors qu'on a adhéré à cette folie de la libre circulation du capital, cette ineptie du libre-échange, soi-disant garant d'un développement spontané de l'humanité. Le libre-échange est une théorie du XVIIe siècle qui comparait les avantages des climats ici et là pour les productions de ceci ou de cela. La différence qui existe entre la production d'un composant électronique en Chine, en Inde ou en Europe n'a rien à voir ni avec le climat, ni avec la qualification des ouvriers, ni avec les process de production. Il n'a qu'une seule origine, la différence de salaire, c'est-à-dire le taux d'exploitation et l'irresponsabilité écologique qui prévaut ici, qui met à la charge de toute la société la prédation qui est exercée à ce moment-là pour cette production-là. Voilà ce qu'est leur économie de marché. Rien d'autre que cette violence. Dès lors, ce n'est pas au marché que nous confions nos espérances pour le futur. La civilisation humaine doit reconquérir son droit au temps long, là où le marché court-termiste, ultra court-termiste, a imposé le temps court du profit immédiat. Le temps long des saisons, le temps long de la constitution de l'être humain lui-même comme personne, le temps long de la mutation qu'il faut opérer dans les process de production, les matériaux que l'on utilise et les formes de la consommation que la situation appelle. Le temps long et la maîtrise collective de ce temps long, car le marché et la confrontation des intérêts particuliers est incapable d'en assurer la gestion. Dès lors, la gestion du temps long est nécessairement une gestion collective. Dès lors, la gestion du temps long est nécessairement une planification. C'est à l'État, en tant qu'appareil d'exécution de la volonté générale, c'est au service public, en tant qu'instrument de répartition et d'élévation générale du niveau des populations en matière de santé, d'éducation, d'échange, de culture, que nous plaçons nos espérances. Oui, pour que la transition écologique indispensable à la continuité de la civilisation humaine ait lieu, il faut que la planification écologique ait lieu. Il faut que dans un délai extrêmement court, la patrie des Français renoue avec ce qu'il y a de meilleur de son histoire, qui n'est pas je ne sais quel ethnicisme, mais qui est le pacte qu'il propose à tout être humain et qui nous permet à nous tous ici d'être Français et de le proposer à d'autres à mesure qu'ils nous rejoignent. Liberté, égalité et fraternité est un message universaliste qui correspond à l'identité profonde de la patrie. Eh bien, notre message écologiste revient aux fondamentaux de la patrie républicaine. C'est un discours que nous adressons à toute l'humanité. Et parce que nous sommes la 5e ou la 6e puissance du monde, nous avons la capacité technique, politique, économique, scientifique, culturelle, de faire une offre, la seule qui vaille, des progrès
et des modifications des process de production et de consommation que notre temps appelle. Les Français le peuvent, ils en ont les moyens. Voilà comment nous nous retrouverons nous-mêmes. Et ce qui est attendu de nous, c'est que nous tenions ce discours, et non pas d'obscurs chicayas qui occupent le reste du temps les débris de la vieille gauche. D'ailleurs, une de ces obsessions est dorénavant réglée. La crise du leadership populaire est réglée, me voici. Il vous suffit maintenant de vous attacher à ce qui compte, c'est-à-dire aux solutions et aux moyens de les mettre en œuvre, parce que c'est ça qui compte. Remerciez-moi de vous avoir débarrassé de cet encombrant problème. La social-démocratie historique, comme le libéralisme, sont des programmes épuisés. Il est vain de réclamer des appartenances sans doute touchantes et émouvantes, mais qui n'ont aucune espèce d'intérêt dans l'actualité. La social-démocratie prétendait faire l'économie de la révolution en corrigeant les inégalités par une distribution inégalitaire des fruits de la croissance. Fort bien, mais cela supposait un compromis avec le capital qui est devenu impossible puisque celui-ci s'est transnationalisé et que les pays traditionnels de la social-démocratie voient des peuples qui n'ont pratiquement plus aucune convention collective. Je pense aux Danois, où 80% de la population n'est plus sous convention collective, tandis qu'ici, du fait de la République sociale et de l'extension, avant le saccage du Code du travail, à tous les travailleurs des conventions collectives, 90% de la population était protégée par une convention collective, arrachée par la lutte de classe. Alors, ce compromis-là n'est plus possible. Ensuite, l'idée qu'on puisse, par une distribution inégalitaire des fruits de la croissance, corriger les monstrueuses inégalités qui se sont accumulées pendant ces décennies, est une absurdité. Cela suppose une croissance sans fin dans un univers où la ressource, elle, est finie. Alors ce programme est périmé, il a eu son utilité, il nous a appris des choses, il nous a apporté des choses, comme ici dans cette salle, beaucoup ont apporté des choses. Et nous avons à l'égard des courants qui sont ici représentés des dettes amicales. Mais maintenant, il faut passer à la suite. Le libéralisme est un régime mortifère pour la planète. Vous le savez, je n'en fais pas davantage la démonstration. Mais le communisme d'État qui supposait un développement infini des forces productives à qui on attribuait métaphysiquement le résultat d'un progrès social lui-même infini, lui aussi a montré ses limites. Il s'agit donc d'être les promoteurs d'un modèle entièrement nouveau dont le programme L'Avenir en commun a dessiné la transition qui vous est proposée. Ce programme est porté par la France insoumise, mais il n'est pas sa propriété. Il résulte de tout ce que la société elle-même a produit, ses forces sociales, syndicales, associatives. La réflexion qui, depuis que Attaque a permis de rallumer le feu dans nos esprits et en faisant émerger l'idée d'un altermondialisme nous a permis de penser en dehors des cadres qui jusque-là nous emprisonnaient dans l'idée qu'il y avait quelque chose d'inéluctable et que depuis la chute du mur, c'était la fin de l'histoire. Ce moment donc est précieux. Le défi contemporain est celui d'une nouvelle civilisation à naître et nous autres Français, sans gêne, sans timidité, sans se flageller sans cesse, nous disons que nous avons une contribution essentielle à y apporter. Je ne viens donc pas vous présenter les 21 nouvelles conditions, mais vous proposer le partage d'un effort à accomplir en commun. Il ne s'agit ni de proposer un asile politique, ni aucune commodité d'hospitalité, mais de prendre vaillamment sa place dans le combat à mener et de le partager. Le programme L'Avenir en commun sera le moment venu, sans doute au début de l'année 2011, remis en débat. Et y participeront tous ceux qui partageront avec nous l'idée que l'année 2021
et y participeront tous ceux qui pensent qu'on peut aborder en commun l'échéance de 2022, qui n'est pas une échéance de personne, mais qui va être le moment où va se confronter sous la forme la plus claire la question de savoir si face au défi, la réponse est chacun pour soi ou tous ensemble. D'ici là, nous avons une rencontre avec le suffrage universel. Nous sommes ici tous républicains, c'est-à-dire attachés à la forme démocratique du combat politique et de son expression dans les votes. Nous ne croyons, ayant payé fort cher dans l'histoire le prix des illusions à ce sujet, à aucune autre forme d'accès à la transition d'un régime à un autre. C'est la raison pour laquelle, comme l'a dit Marie-Noëlle Lienemann il y a un instant, la question de la constituante et du passage à la 6e République n'est pas seulement une question qui concerne l'organisation des pouvoirs publics, cela suffirait à dire son importance. C'est l'acte central de la stratégie révolutionnaire de notre époque, de la révolution citoyenne. En devenant constituant, le peuple s'auto-définit, déclare quels sont ses droits, car de devoir, nul n'en a, sinon de respecter les droits qui sont inscrits dans une constitution. Et c'est l'ensemble du respect de ces droits qui constitue les devoirs des citoyens. Je le rappelle à tous ceux qui, à intervalles réguliers, viennent la mine sucrée, nous rappeler que si on a des droits, on a aussi des devoirs. Ce qui vaut pour la morale individuelle ne vaut pas pour la vie des sociétés. Et je sais très bien comment cette pantalonnade se finit toujours. Si l'on a des droits à la sécurité sociale, alors on aurait des devoirs à l'égard de sa propre santé. Et on ne serait remboursé que si on ne fume pas, si on ne boit pas, si on ne vit pas, si on ne respire pas, si on ne marche pas, etc., etc., etc. La République citoyenne est une République de droit qui dit que la liberté de chacun s'achève là où commence celle des autres, et cela suffit à une organisation rationnelle de la société. Mais alors elle dit quelle est sa frontière, car oui, toute vie est faite de frontières et de la dialectique du dedans et du dehors. Dans la vie de la nature, un organisme entièrement ouvert est un organisme mort. Et de même, dans la vie de l'humanité, depuis que l'humanité est humanité, comme le dit l'anthropologue Maurice Godelier, contrairement à ce que suggère l'intuition, la première communauté politique, ce n'est pas la famille. C'est le groupe humain qui décide de disposer des membres qui le composent pour qu'ils respectent les mêmes règles et de disposer du territoire qu'il occupe. Et c'est dans cette dynamique du partage des règles dont la source légitime est le vote de chacun, chacun ayant donné son avis et ayant voté, alors la règle s'applique à tous sans exception, quel que soit le domaine d'activité humaine. La loi a vocation à se mêler de tout, car la loi, c'est la volonté générale et la capacité que nous avons à dire ce que nous attendons de la vie que nous menons dans tous les domaines. Il ne saurait être question plus longtemps pour un Français, inventeur de la République universelle, des droits de l'homme. Il ne saurait être question de continuer à vivre dans une constitution européenne qui, sous l'égide de l'ordolibéralisme, doctrine et théorie de l'aveuglement, qui considère que l'économie est une catégorie qui sort de la délibération humaine, qu'elle participerait à un ensemble de lois de la nature. Il ne saurait être question que cette comédie continue, elle est meurtrière. Cette comédie n'a qu'un sens, garantir l'hégémonie du gouvernement de droite allemand sur le reste de toute l'Europe. Il faut nommer les choses par leur nom. Nous vivons dans une Europe à l'allemande, c'est-à-dire soumise aux intérêts de la CDU-CSU, dont la clientèle électorale est faite des retraités qui ont besoin que leurs fonds de pension qui payent leur retraite reçoivent des niveaux assez élevés de rémunération, considération qui les conduit à vouloir abaisser partout le prix des salaires et à faire monter la valeur de la monnaie pour s'approprier au moindre coût les marchandises qui sont disponibles. Voilà quelle est la dynamique actuelle de l'Europe. Ne pas le dire, le contourner, c'est se masquer ce qu'est la réalité des rapports entre les peuples qui sont organisés en nations et qui, bien sûr, naturellement, pensent que ce qui est bon pour eux est bon pour tous, sauf
que la nationalité et l'identité française n'a jamais cessé d'être autre chose que la République et ne sera jamais une ethnie, une langue, une religion, une couleur de peau, ce qui est considéré comme le Volksgeist d'autres. Moi, je dis les choses comme je les vois. Et c'est ça qui m'amène à vous dire ce que nous pouvons partager comme effort, les transitions qu'il va falloir faire. Si demain, nous gouvernons ce pays, ce qui se produira, nous appliquerons le programme qui aura été voulu par le peuple français. Nous ne ferons pas un gouvernement Tsipras. Nous ferons un gouvernement qui applique son programme et qui dit à tous les Français, il est vrai, que ce programme est absolument incompatible avec les traités européens. Nous avons la franchise et l'honnêteté de vous dire qu'on ne peut rien changer de fondamental et de décisif à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres dans le cadre des traités actuels. À traité constant, comme disent certains, on ne peut rien faire d'autre que la même politique qu'aujourd'hui. Nous le savons. Nous avons entendu avant les petits messieurs venir nous dire, celui-ci, qu'il allait renégocier les traités budgétaires avant d'aller demander où il fallait signer sa capitulation. Le suivant, réussir ce tour de force, de se mettre à dos 10 pays d'Europe sur une proposition par ailleurs inepte de budget européen et de je ne sais quoi encore, de gouvernement économique et toutes ces histoires que la social-démocratie traditionnelle avait dans ses cartons. Nous voici, et nous disons au vrai maître de l'Europe, c'est-à-dire Madame Merkel, qui, comme vous le savez, est interminable, les Français verront leur volonté appliquée. Il faut donc renégocier tout ce qui ne permet pas que leur volonté soit exécutée. Vous voulez, tant mieux. Vous ne voulez pas, tant pis, plan B, on le fait quand même. Plan A, plan B, ce n'est pas une dissertation abstraite sur l'Europe, la monnaie, que sais-je encore. C'est la manière de mettre en œuvre de façon concrète l'exécution de la volonté générale et de la souveraineté du peuple français. Et mon pari est que nous parlons une langue universelle, européenne, internationale, quand nous disons que nous voulons dans notre pays la santé pour tous, l'éducation laïque gratuite pour tous, que nous voulons des équipements publics, que nous voulons sortir des formes de production les plus dangereuses pour passer à autre chose. Cette langue, tout le monde l'entend, qu'on soit espagnol, portugais, peut-être même lituanien, que sais-je. Oui, tout le monde peut l'entendre. Alors assez avec ces leçons à propos du nationalisme. De quel droit, je vous prie? Que nous reprochez-vous? Je n'oblige personne à prendre mes mots, mais moi, j'ai pas peur. Et je vous dis de ne pas avoir peur. J'aime ma patrie, j'aime la France. Je suis content d'avoir ramené le drapeau tricolore, qui est le drapeau de la Révolution, dans les rangs des miens. Je suis heureux de chanter à plein poumon la Marseillaise, parce que c'est non seulement celui de la patrie française, mais celle de toute l'humanité, chaque fois qu'une lutte est menée sur l'émancipation. S'ils n'aiment pas leur patrie, c'est leur affaire, mais permettez-nous de l'aimer. Et nous sommes de tradition internationaliste. Mais dans internationaliste, vous entendez quand même le mot nation. Mais je l'ai dit, ce n'est pas la nation ethnique, c'est la nation politique. Le cadre dans lequel on décide. Je crois que tout le monde peut comprendre ça. Donc, rompre avec les traités et les traités budgétaires. Je le redis avec force parce que j'ai encore entendu M. Jadot récemment dire quelque chose qui me paraît inférieur au niveau d'exigence de M. Hulot sur le sujet. Il voulait un traité constant. Et oui, d'autant que les traités en question, il les a lui-même soutenus, notamment le traité budgétaire. Non, il faut rompre avec ces traités. Ensuite, il faut donc rompre avec toutes les politiques de grande coalition qui unissent les forces progressistes, ou pour mieux dire les enchaînent, à l'ordolibéralisme. Mes amis, mes très chers amis, on ne peut pas s'entendre aussi longtemps qu'il y a le PSE dans le paysage.
on ne peut pas s'entendre avec quiconque s'accorderait avec le SPD allemand qui co-gouverne l'Allemagne avec la droite CDU-CSU. La liberté de combat est au prix de cette rupture. Enfin, il faut prendre la mesure du danger que nous font courir ces gens. Vous savez comme moi que nous avons 300 militaires postés à la frontière de la Russie. Je vous demande pourquoi. Pourquoi faire? Pour la première fois, depuis 2 siècles, des Français en armes à la frontière de la Russie. On voit comment, petit à petit, comme disait ce pauvre Hollande, qui prétendait avoir découvert le nouveau Volksgeist européen, l'Europe de la défense. Ces gens-là se gardent bien de nous dire contre qui ils comptent se défendre. Parce qu'en vérité, leur problème n'est pas de se défendre, mais d'attaquer. Et donc, leur Europe de la défense, pour moi, c'est l'Europe de la guerre. Je vois que tu soupires. Ah oui. Eh bien, tu auras l'occasion de me dire tout à l'heure pour... Attaquer la Russie, ne raconte pas de conneries. Personne ici ne veut attaquer la Russie. Chers amis, Je ne dis... Non, mais attends, j'entends, écoutez, il a le droit. Personne ne propose d'attaquer la Tu fais Russie. quoi, toi? Pardon? Si la Russie nous attaque, tu fais quoi, toi? Je ne crois pas que la Russie nous attaque jamais. Voilà ce que je crois. Non, mais bon, mais ça c'est une divergence. notre interlocuteur... Mais d'accord, c'est une divergence, je ne veux pas biaiser avec ça. Je suis pour la sortie de l'OTAN et le programme L'Avenir en commun prévoit la sortie de l'OTAN. Il n'y a pas de compromis possible. Il n'y a pas d'arrangement possible. La Russie, quel que soit son régime, ne peut pas être un adversaire pour la France. L'histoire longue nous apprend ça. Depuis toujours. Nous n'avons donc pas à leur faire la guerre, ni à donner le sentiment que nous la préparons. Tous ceux qui lisent les textes européens savent que tous les documents sur la défense européenne sont des documents anti-russes qui nient la réalité de ce qui s'est passé en Ukraine, du caractère néo-nazi de ceux qui dirigent ce pays et de ceux qui agressent leurs voisins. Oui, c'est la vérité. Pardon, j'en parle avec flamme. Excuse-moi, Ali. Je n'ai pas l'intention que la force de mon propos puisse retentir comme une offense contre ton point de vue. Mais je le dis parce que, oui, j'ai la crainte que tout ça tourne mal. Qu'à voir se promener le directeur de la CIA qui n'a aucun besoin de faire le déplacement jusqu'à Kiev et qui le fait quand même, il le fait pour menacer, pour donner à voir. Non, non et non. Nous ne le ferons pas et je pense qu'une base commune, si elle doit exister un jour politique, comporte la sortie de l'OTAN, de tous les échelons de commandement de l'OTAN, de toutes les bases de l'OTAN, des militaires français qui sont dans les comités stratégiques et autres. La souveraineté du peuple ne peut pas se penser autrement que dans l'indépendance, parce que l'indépendance est la condition de la souveraineté. La limitation de la souveraineté, comme elle est aujourd'hui formulée par un Juncker, c'est le retour à la théorie brejnevienne de la souveraineté limitée. Quand M. Juncker dit qu'il n'y a pas de démocratie possible en dehors des traités, il reprend cette formule. La démocratie n'est pas possible dans les traités, elle n'est possible qu'en dehors des traités. Voilà le message fort qu'il faut porter. Voilà ce que je crois qui pourrait nous donner matière. Il faut, bien sûr, que j'aille à ma conclusion. Je veux le faire encore en essayant d'appeler, puisque nous sommes à Marseille, que l'esprit marseillais habite la suite de notre histoire. Marseille, dans la Méditerranée. Marseille qui vous oblige à prendre conscience du fait que cette mer où est née notre civilisation, la nôtre, il y en a d'autres, est en danger. Et que dès lors, si nous nous attelons à la laisser respirer, à faire en sorte qu'en 2050, il n'y ait pas plus de plastique que de poissons dans l'eau, si nous comprenons qu'il lui faut un siècle pour se renouveler, que tout passe par cet étroit goulet qu'est le détroit de Gibraltar, qui le met en contact avec l'océan mondial, alors nous déchaînerons un enthousiasme. Mais cet enthousiasme, il doit concerner tout le bassin méditerranéen. La vocation de la France est dans le bassin méditerranéen. Le bassin méditerranéen est la grande civilisation qui, depuis 3 millénaires, tourne en rond sur chacune des rives, est un appel pour nous. Le meilleur appel qui soit à renouer avec l'idée de la grandeur telle qu'on peut se la faire,
qui n'est pas la domination, qui n'est pas la violence coloniale, qui est la mise en partage d'un destin commun. La Méditerranée est l'avenir de la France. Et il est important et dommage que Mme Merkel ne s'en soit pas mieux rendu compte. La Méditerranée n'est pas le lave-pied de l'Europe. C'est le contraire. De là doit venir pour le futur une énergie dont la France a grand besoin. Vous le savez comme moi. C'est pas milliers, dizaines de milliers, peut-être millions, que nous avons en commun des familles, des enfants, des parentèles avec les peuples du Maghreb, de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, qui sont les civilisations et les pays frères et sœurs de l'Italie, de l'Espagne, de la France, de la Grèce. Voilà, la France ne peut prospérer. La France ne peut occuper sa place en Europe et dans le monde si elle tourne le dos à la Méditerranée. Mais si elle noue avec elle, alors elle donne le sens de sa participation singulière à la vie des peuples, et notamment celle du Nord et de l'Est, qui ne comprennent rien à ce qui se passe ici. Et notamment Mme Merkel, qui est sans doute la plus attardée sur le sujet. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je l'ai fait peut-être avec trop de passion, mais quoi? Il en faut. La politique n'est pas ce plat insipide que trop souvent on nous appelle à consommer. Je suis le cœur plein de l'enthousiasme de ce qui va se passer. Je sais combien notre peuple souffre aujourd'hui. Vous êtes à Marseille, et ce n'est pas seulement le port qui est situation unique, je crois, en Europe, entre jusqu'au centre-ville. C'est la misère et la détresse la plus absolue. De pauvres gens qui font ce qu'ils peuvent pour assumer la dignité de leur existence, jusque dans le cœur de la ville, le quartier le plus pauvre d'Europe, dit-on. La France souffre. Elle souffre parce qu'elle est asservie à des traités brutaux. La France souffre parce qu'elle est confrontée à des phénomènes dont elle voit bien qu'on ne lui permet pas de les affronter. Les vagues d'immigration sont rendues quasiment incontournables du fait des politiques de l'Europe, et il faut le rappeler. Ce sont les traités commerciaux inégaux qui vident les campagnes des agriculteurs, des pêcheurs, ceux qui vivaient autour du lac Volta, ceux qui vivent sur le littoral du Sénégal et du reste de l'Afrique, à qui l'Europe achète d'un seul coup des prises par millions de tonnes qui deviennent inaccessibles aux pêcheurs, qui inondent de marchandises, qui tuent les agricultures vivrières, et vient l'air pharaon nous dire, vous avez vu, ils sont entrés dans l'économie mondiale qui dorénavant se compte en dollars. Mais les pauvres gens qui fabriquaient des choses qu'ils pouvaient manger ont disparu entre-temps et sont partis. La première cause de l'immigration, ce sont les politiques injustes. Et je rappelle à tout le monde, et à bon entendeur, salut, que vivre et travailler au pays ne doit pas être seulement un slogan réservé aux gens des pays du Nord développés. Parce que les gens ne partent pas de chez eux par plaisir, ils vont faire du tourisme économique. Et cela, les peuples européens le savent. 400 000 jeunes Grecs sont partis de chez eux, 500 000 Espagnols. Et quand vous allez à l'université comme putain de c'est à Madrid, la première pancarte que vous voyez sur le mur est écrit dessus « L'exil est une souffrance ». L'exil est une souffrance. Le pied noir qui vous parle le sait et vous dit « L'exil est une souffrance ». Les gens ne demandent pas mieux que de chercher leur bonheur et leur pauvre vie là où ils se trouvent, avec leurs enfants, sans les voir partir en mer et risquer leur vie et attendre les nouvelles qui ne leur arrivent pas. Dès lors, je n'ai jamais cru que la libre circulation serait en quelque sorte un idéal de vie pour les peuples. Ce n'est pas vrai. Et la liberté d'installation est une fausse liberté si elle a été précédée d'une telle barbarie. Voilà ce que nous avons à dire. Ce n'est pas un point de vue équilibré. Nous ne sommes pas à mi-chemin entre deux délires. Nous sommes sur la position de la raison raisonnable, et que quelqu'un vienne nous démontrer que ce que je viens de dire est autre chose
que la raison mise en œuvre est une politique raisonnable. Après quoi, face à ceux qui sont en détresse, le devoir d'humanité et de fraternité humaine est indépassable. Quand le président me dit « Moi, je n'ai pas voulu accueillir l'Aquarius parce que ça serait donner raison à Salvini », eh bien, je lui dis que peu nous chaud de savoir si c'est Salvini en récif ou quoi que ce soit. Nous ne permettrons pas que ces pauvres gens meurent en mer. Nous ne permettrons pas que vous leur infligiez 3 jours de supplice supplémentaires comme vous l'avez fait en les prenant en otage de vos règlements de compte avec les Italiens. Voilà. Voilà. Cher Emmanuel, ma chère Marie-Noël, chère Catherine, je vois dans la presse que vous vous rapprochez de moi, je ne vois pas vos idées, je le vois aux injures qui vous sont données. Alors vous voilà vous aussi, populiste, nationaliste, je vous annonce la suite, Venezuela et Cuba à tous les repas. J'avais dit à Oscar Lafontaine, qu'est-ce qu'ils nous font quand on s'en va? Et Oscar m'avait dit, ah, toutes mes vacances et ma femme, ma voiture, tout y est passé. Qu'est-ce qu'on peut faire, Oscar? C'était mon aîné. Supporter. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire et devoir faire? Supporter. Un bashing permanent, à la hauteur de la peur que nous leur inspirons, et qui va grandir à partir du moment où vous aurez pris vos décisions. Sachez que nous vous attendons, le cœur plein d'espérance et d'allégresse à l'idée des fraternités qui s'annoncent. Aux 3 participants de cette table ronde. Je vais probablement pas entamer même entre eux une interaction compte tenu des délais. Je voudrais juste remercier encore ceux qui sont aussi à l'initiative de cette université au niveau politique, puisque, alors, vous me direz, mais il est dans la salle et il est pour nous aussi notre animateur principal. Je voudrais remercier Jean-Luc Laurent d'avoir mis de l'énergie dans ce rassemblement. Nous allons conclure avec ceux qui ont été le fer de lance politique, Bastien Fodot et Emmanuel Morel, donc bien évident qu'ils soient remerciés aussi de cette énergie. Merci à Jean-Luc Mélenchon de cette invitation au dialogue fraternel. D'une certaine manière, au mouvement républicain et citoyen, nous on a un peu l'habitude du bashing depuis longtemps. Nous avons été traités de tout ça depuis longtemps. Nous partageons les difficultés qu'il y a à la rupture, ayant fait notre rupture sur 2 questions aussi essentielles que Maastricht et la Première Guerre du Golfe. Par conséquent, nous partageons cela et nous partageons l'essentielle importance de ce putsch qu'a été 2005, ou plutôt 2005 plus 2008, c'est-à-dire le vote dans un référendum parfaitement clair du peuple français et son piétinement parfaitement clair aussi par la majorité parlementaire de l'époque sous l'égide de Sarkozy, mais avec la complicité de la social-démocratie emmenée par François Hollande. Donc par conséquent, oui, nous avons l'habitude de tout ça et nous partageons. Cela nous fait déjà bien des points communs. Nous avons des divergences, mais notre peuple français n'est pas une force autonome et par conséquent, enfin non, pas une force, j'espère qu'il est autonome, pardon, mais il n'est pas un peuple uniforme. Il travaille en permanence à son unité sous l'égide de liberté, égalité et fraternité, mais il est un peuple vivant, varié, et je crois que nous en exprimons chacun une partie. Donc merci à tous, aux intervenants d'entre nous, toujours d'ailleurs. Ne pas oublier, jamais, notre ancrage sur la réalité. Donc vous m'excuserez, ceux de Sera Libre sont avec nous, ils ont tenu un stand toute l'université, ils ont donné un combat admirable. J'invite chacun d'entre vous à repartir avec son paquet de thé et de tisane avant
et parce qu'ils seront là jusqu'au bout. Et je remercie aussi tous ceux qui sont présents également. Le Vent se lève a tenu un stand socialisme. Non, Respublica a tenu un stand et je crois que nous avons également des gens qui sont présents à travers leur publication sur le stand de la librairie. Ça sera mon dernier rappel. Vous pouvez encore partir avec du thé et des tisanes et avec quelques livres ou revues sous le bras pour la suite de tous ces événements.